Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est mon grand plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle séance du siège. Diane Bernard est en chemin. Elle a été empêchée ce matin d'arriver à l'heure. Donc je prends sa place pour présenter notre invitée, donc Ouna Lemeur, que nous remercions très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais m'inscrire dans la ligne habituelle du siège en proposant une introduction très courte. Donc, Ouna est docteure. Elle a réalisé une thèse en co-tutelle à l'ULB et à Sciences Po Paris sur le raisonnement juridique des magistrats, qu'elle a étudié à partir d'une approche, ethnométhodologique. Est-ce que je peux dire les choses correctement ? Tout à fait. Elle est actuellement postdoctorante dans le cadre de l'ANR Violet Ginger. Elle travaille sur les violences conjugales, me semble-t-il. Elle est également collaboratrice scientifique à l'ULB ou au CHDAJ. Et elle a bien voulu accepter notre invitation dans le cadre de cette nouvelle rotation, on peut dire, de notre cycle sur les juridictions juridiques. J'espère qu'on n'est pas dans l'éternel retour nietzschéen, que cette rotation est productive. Et effectivement, compte tenu de ses intérêts de recherche, on s'est dit que ce serait extrêmement intéressant de l'entendre sur la question de la crédibilité et de la manière dont telle ou telle parole fait foi ou non devant les magistrats ou pour les magistrats, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de telle ou telle personne impliquée dans les affaires dont elle va nous parler, j'imagine. Donc, merci. Donc, comment et pourquoi certains faits, certaines affirmations sont-elles considérées comme des vérités ou non, à quel titre, selon la personne qui parle. C'est la question donc, que nous lui avons posée, et donc on est ravis de t'entendre, et encore merci pour d'avoir accepté. L'usage, c'est de proposer une intervention d'une petite heure pour qu'on ait ensuite le temps de discuter. Je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est à mon tour de remercier Diane Bernard et Jeanne-Marie Roux de m'avoir proposé d'animer ce séminaire. Je suis vraiment très heureuse de présenter en fait une partie en fait des résultats d'un article qui devrait être publié incessamment sous peu dans une revue qui s'appelle Mélété, que vous ne connaissez pas encore parce qu'elle est nouvelle, mais allez la voir. Et puis ça s'appuie en fait sur des résultats d'une recherche qui a été financée par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes et qui avait été portée par l'ASBL Femmes & Law et à qui donc j'étends mes remerciements puisque ses membres m'ont activement soutenu tout en laissant un peu libre cours comme ça à mes propositions. Et je vais faire une petite aparté supplémentaire pour préciser que mon PowerPoint est illustré par des toiles représentant des viols mythiques ou mythologiques ou bien des représentations féminines relativement stéréotypées. Et en fait, c'est un podcast de relecture féministe de l'histoire de l'art animé par Julie Bozac qui m'a donné l'idée. Ça s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite activement à l'écouter. Et je clôt cette parenthèse. Et donc en fait ce que je propose d'examiner ici en fait ça va être d'examiner les paramètres essentiels autour desquels s'articule en fait le raisonnement juridique qui permettent de relier les faits à une catégorie juridique abstraite et donc ici pour les affaires que moi j'ai étudiées, le viol. En d'autres termes, en travaillant sur les mécanismes de catégorisation juridique, je vais postuler ici qu'on travaille en fait sur les mécanismes de la véridiction juridique. Dans les affaires de viol, la principale difficulté, généralement, ne réside pas tellement dans l'établissement qu'il y ait eu un rapport sexuel. Par contre, la difficulté, en fait, ça va être la détermination du consentement des parties. Or, pour statuer, les magistrats et les magistrates doivent acquérir, comme vous le savez, au moins une conviction, à défaut d'une certitude, et ils vont se baser à la fois sur des éléments objectifs, donc les pièces du dossier judiciaire, ou alors subjectifs, comme l'appréciation des attitudes et des récits. En fait, l'idée ici, c'est de faire un pas de côté et de dire que travailler sur les différentes opérations qui vont fonder le raisonnement juridique, c'est travailler sur le processus de véridiction juridique. Or, les critères de crédibilité sont rarement formalisés en tant que tels, mais ils sont un peu omniprésents et ils vont aider en fait à relier de la manière la plus probable les faits à une catégorie juridique. Donc l'idée qui n'est pas tellement nouvelle, c'est de montrer que la crédibilité est moins une qualité intrinsèque qu'un effet produit par des performances discursives, des postures corporelles, des timings de récit, le tout lourdement conditionné par des logiques probatoires. Ce qui compte, c'est donc pas seulement ce qui est dit, mais qui le dit, comment et quand. Je vais procéder,
J'ai tenté un schéma, je ne sais pas très bien si ça fonctionne, mais on pourra en rediscuter éventuellement à la fin. Je vais procéder donc en 4 points. Je vais revenir un petit peu sur la notion de consentement et de viol en droit belge, puisqu'il s'agit de ces catégories juridiques qui nous accompagneront dans la suite de la présentation. Puis je vais revenir rapidement sur la méthodologie de la recherche et le cadre théorique, avant de lister en fait les paramètres qui servent à déterminer l'existence du consentement dans les affaires de viol que j'ai repérés ethnographiquement. Et après, je vais vous parler des rôles et effets de catégorisation genrée dans le raisonnement juridique, afin qu'on puisse réfléchir après, je l'espère, collectivement au lien à faire entre crédibilité et véridiction juridique. Bon, alors la Belgique fait partie des pays qui ont intégré le consentement dans leur code pénal lors de la réforme du 21 mars 2022, modifiant le code pénal en matière de droit pénal sexuel. Et en fait, la recherche vise quand même à montrer que le consentement demeure difficile à appréhender par les instances judiciaires, malgré cette intégration, donc. Malgré une place vraiment centrale dans cette réforme, le consentement, finalement, il n'est pas vraiment défini de manière claire et explicite, il est davantage décrit à travers ce qui va le caractériser, ce qui va le distinguer, ou encore ce qui permet de l'exclure. Partant de ce constat, on va chercher ici à identifier les paramètres qui vont structurer le raisonnement juridique des professionnels du droit lorsqu'ils doivent déterminer si les faits relèvent d'un viol ou d'un rapport sexuel consenti. Alors une limite importante de la recherche qu'il convient de souligner, c'est que les affaires que j'ai observées portent toutes sur des faits antérieurs à la réforme du code pénal belge, et donc il s'agit en fait ici de les faire correspondre à l'ancien article 375, qui définit le viol comme, je cite, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas ». Bon, l'article précisait aussi dans son alinéa 2 qu'il ne pouvait y avoir de consentement lorsque l'acte était imposé par la violence, la contrainte ou la ruse, ou lorsque la victime est atteinte d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. Mais en dépit de tout, cette recherche propose quand même de poser notre regard sur des pratiques concrètes pour comprendre comment le consentement est évalué, interprété et négocié dans les pratiques. À partir d'une enquête de terrain qui a combiné en fait observation ethnographique et analyse approfondie des dossiers judiciaires, jugement compris, le travail met finalement à jour cette fameuse série de paramètres récurrents qui va en fait contribuer à aider les professionnels du droit à évaluer la crédibilité des protagonistes. Ces critères sont évidemment informels, mais vont jouer un rôle décisif dans la construction des récits judiciaires et de la construction de la crédibilité des parties, en influençant la qualification des faits et la prise de décision finale. Loin d'être neutres, en fait, ces paramètres vont s'appuyer sur des catégorisations genrées qui sont enracinées dans des représentations sociales de la sexualité, du genre et des rapports de pouvoir. Et bien que ces catégorisations soient rarement explicitées, elles sont constamment à l'œuvre, un peu comme en creux. Elles vont organiser en fait le procès autour d'oppositions binaires entre d'une part la victime idéale et d'autre part des déclinaisons de victimes suspectes ou coupables, ce qui vont déterminer si une personne est crédible ou pas. Les justiciables sont donc forcés à se positionner dans un jeu d'affiliation ou de désaffiliation à ces modèles implicites, sans jamais que ces catégories soient réellement remises en question. L'idée, c'est donc de rendre visibles ces logiques, qui sont souvent naturalisées, et qui vont structurer l'évaluation du consentement dans le cadre judiciaire, et ça questionne donc plus largement le rôle des imaginaires sociaux dans la fabrication de la véridiction juridique. Alors, les observations ethnographiques nous invitent à penser le droit non seulement comme un ensemble de normes abstraites, mais aussi comme un régime de véridiction, c'est-à-dire un dispositif social et institutionnel qui produit certaines énonciations comme vraies, crédibles et audibles. Ça veut en fait dire que la véridiction juridique n'est donc pas une simple reproduction de la réalité, ni une pure construction arbitraire, mais le résultat d'interactions codifiées, de routines discursives et de contraintes narratives. Donc dans la lignée d'Austin, dont Diane et Jeanne-Marie nous avaient exposé les grands principes il y a quelques semaines, on pourrait dire que le jugement est donc un acte de langage performatif, et dire qu'un viol a eu lieu, c'est produire juridiquement ce fait comme une vérité. Or, affirmer qu'un viol a eu lieu, c'est déterminer l'absence de consentement, ce qui veut dire que cette véridiction repose sur des conditions de recevabilité, c'est-à-dire que certaines paroles ont plus de chances d'être crues, certaines postures sont jugées plus rationnelles et certaines identités sont associées à la fiabilité. Le droit se veut universel et égalitaire, mais en fait il opère au sein d'un monde social
plus ou moins inégal, et il se construit donc dans un rapport ambivalent à la vérité, donc à la fois aspiration à l'objectivité et en même temps reproduction partielle d'un ordre social inégalitaire. Alors rapidement sur les observations, elles ont été menées donc fin 2022, début 2023, avec une attention particulière portée aux chambres qui concentraient les affaires de mœurs et les violences intrafamiliales. J'ai observé que des audiences en première instance. Et donc, ce qui concerne plus spécifiquement les affaires de viol dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a été traité par une chambre spécialisée. C'est un tribunal correctionnel collégial qui est constitué d'un ou d'une présidente avec des assesseurs spécialisés en la matière. Et plus particulièrement, les extraits dont on va discuter plus tard, c'est 5 affaires que j'ai aléatoirement désignées de V1 à V5. Et donc pour ces 5 affaires, j'ai travaillé sur les observations, le dossier judiciaire et les jugements. Donc comme je l'ai dit au début, je m'inscris dans une approche interdisciplinaire qui est inspirée donc de l'ethnométhodologie, qui va appréhender le droit par ses pratiques et ses raisonnements. C'est une approche sociologique qui a été développée dans les années 60 par Harold Garfinkel. Et ça s'intéresse en fait à la manière dont les individus construisent et maintiennent le sens de la vie sociale au quotidien. Et donc contrairement par exemple aux théories qui expliquent les comportements par des structures sociales externes, donc le structuralisme par exemple, l'ethnométhodologie se concentre sur les pratiques ordinaires, les routines et les interactions par lesquelles les gens font, entre guillemets, la société. L'idée centrale est que les membres d'une société utilisent des méthodes implicites, souvent invisibles ou considérées comme allant de soi, pour rendre leurs actions compréhensibles et significatives aux yeux des autres. L'ethnométhodologue cherche donc à dévoiler ces méthodes en observant finement les échanges, les gestes, le langage et les contextes d'interaction. Donc plus particulièrement, pour prendre des exemples dans la justice, Paul Drew, un ethnométhodologue américain, a étudié les interactions dans les salles d'audience et a montré que les juges véritablement ne se contentent pas évidemment d'appliquer le droit, ils interprètent les propos des parties, ils vont structurer les prises de parole et reformuler les faits pour leur donner un sens juridique. Au sein de l'ethnométhodologie, je me suis plus particulièrement inspirée du courant de l'analyse conversationnelle. Celle-ci s'intéresse à la manière dont les individus organisent leurs échanges verbaux à travers des règles implicites. Donc par exemple, les prises de tours de parole, les interruptions, les silences, les reformulations, les types de questions, et j'en passe et des meilleurs. Dans le contexte de la justice, l'analyse conversationnelle permet d'observer comment le langage produit des effets juridiques. Par exemple, comment un témoin est amené à dire certaines choses plutôt que d'autres, comment les avocats formulent leurs questions pour orienter une réponse, ou encore comment les juges contrôlent la parole pour structurer l'audience. C'est un courant qui contribue à montrer en fait que la parole judiciaire est mise en forme, cadrée, parfois stratégiquement manipulée selon des routines précises. Et alors, pour reprendre la formule de Baudouin-Dupré, les interactions sont cadrées en fait par le double standard de la correction procédurale et de la pertinence juridique. Et donc comprendre ces mécanismes, ça aide à voir comment le droit se fabrique dans l'interaction même. Le procès pénal est dès lors séquencé en différentes activités au cours desquelles chaque actrice est investie d'une mission. Et en Belgique, par exemple, c'est l'article 190 du Code d'instruction criminelle qui va organiser les débats de l'audience et les ordres de passage. Dans ces différentes séquences, les actrices du judiciaire cherchent à stabiliser la traduction juridique des faits constatés dans différents documents contenus par le dossier judiciaire vers une norme pénale abstraite. Et en fait, comme le remarque Sigurd Dont, pour les actrices du procès, il s'agit de produire des comptes rendus de l'affaire en mettant en évidence une sélection de ses aspects les plus pertinents juridiquement. Donc lors d'un procès, les actrices discutent et parfois contestent la manière dont les faits sont rattachés à des catégories juridiques. Et ces échanges s'appuient en partie fortement sur du sens commun qu'on va retrouver principalement à 2 niveaux. Donc d'une part, une idée un peu partagée de ce qui est considéré comme normal entre guillemets dans la situation jugée, et d'autre part, une appréciation de ce qui paraît probable dans les récits entendus à l'audience en lien avec les pièces du dossier. Le dossier judiciaire joue évidemment un rôle central, il va servir de référence commune pendant l'audience, presque comme s'il était un acteur à part entière. Il va orienter les échanges et les critères à partir desquels on évalue, par exemple, s'il y a eu consentement ou non. Alors,
Donc comme je le mentionnais plus tôt, la principale difficulté dans les affaires de viol réside dans le fait que les prévenus nient rarement le fait qu'il y ait eu un ou des rapports sexuels. Par contre, ils vont nier l'aspect de contrainte. Les discussions tournent donc surtout autour de la notion de consentement, qui est une espèce de pierre d'achoppement du droit. Si certains chercheuses voudraient le concevoir un peu comme un spectre plutôt que comme une catégorie aux frontières claires et imperméables, le fonctionnement du droit et la nécessité d'établir une vérité judiciaire qui réponde à des standards, comme je disais, à la fois de correction procédurale et de pertinence juridique, met paradoxalement en évidence les zones grises du consentement. C'est donc là où va se loger la contradiction et l'incertitude. Les audiences vont alors à ce moment tout particulièrement concourir à mettre en scène le fait que les paroles des justiciables s'opposent et les professionnels de la justice, afin de se former une intime conviction, procèdent de manière relativement explicite à une évaluation de la crédibilité des parties. Donc les observations d'audience et le dépouillement des dossiers judiciaires permet finalement de saisir comment la notion de consentement est déterminée au cours des interactions à l'audience, en puisant dans l'imaginaire d'un scénario relativement paradigmatique. Durant les observations d'audience que j'ai menées, j'ai identifié de manière non exhaustive 6 paramètres qui vont structurer le raisonnement juridique dans les affaires de viol. Je vous les ai mis là. Et c'est important de retenir que ces paramètres, bon, ils sont globalement présentés dans l'ordre de la place qu'ils occupent à l'audience. Il y a bien une petite hiérarchie quand même entre ces paramètres, mais qui n'est pas du tout immuable. Ça va s'adapter aux faits. Et ce qui est intéressant, c'est que la combinaison de ces paramètres peut donner des résultats variables en fait. Je ne vais pas m'attarder super longtemps sur chaque paramètre identifié pour pas parler des heures, mais on va essayer de retenir qu'ils existent pour la suite de la présentation. Et donc en lien avec la temporalité, il a été observé que plus le viol est dénoncé tôt, plus la plainte de la partie civile a de chances d'être considérée comme crédible. Et cette préoccupation, c'est pas seulement lié à l'évaluation de la crédibilité des déclarations de la partie civile, mais surtout à la possibilité de fournir des preuves, notamment des preuves scientifiques et matérielles. En ce qui concerne les lieux, les viols en extérieur sont généralement considérés comme plus sordides et donc quelque part plus crédibles parce qu'ils s'éloignent de ce qu'on peut imaginer comme un cadre de relations sexuelles légitimes. En effet, finalement, les viols en extérieur vont rappeler un peu ce viol paradigmatique qui a longtemps orienté l'imaginaire collectif vers le scénario de faits extrêmement brutaux effectués par un agresseur anonyme en extérieur, de nuit, sur une victime qui s'est débattue de toutes ses forces. Et ce scénario continue bien sûr à exister dans les tribunaux, ne serait-ce que pour s'en défendre, alors que finalement, sur l'échantillon des 5 viols étudiés, seulement un seul concernait 2 parties qui ne se connaissaient pas avant la soirée des faits discutés. Toutes les autres affaires concernaient 2 partenaires ou ex-partenaires. La présence de témoins peut être importante aussi, mais elle est extrêmement rare dans ce type de dossier. Et on avait eu cette discussion au siège précédent avec Eva Gillard, c'est-à-dire qu'effectivement, plus les témoins sont éloignés des parties, notamment des parties civiles, et plus leur témoignage sera perçu comme crédible. Pour donner un exemple, dans l'affaire V1, un viol est pris en flagrant délit par un policier en civil qui se rendait sur son lieu de travail. Et sans ce témoignage, cette affaire aurait pu être relativement difficile à juger puisque la victime présumée a voulu retirer sa plainte, ne s'est finalement pas constituée partie civile, elle connaissait bien le prévenu puisque c'était son ex-partenaire, elle est revenue sur ses déclarations lors des différentes auditions auprès de la police. Enfin, en tout cas, elle avait... il y avait matière pour les professionnels à quelque part à douter de sa crédibilité. En revanche, elle n'a jamais nié le viol. Par contre, elle a exprimé une inquiétude sincère pour le prévenu et à un certain moment, elle s'est décrédibilisée elle-même en disant qu'elle avait trop bu et qu'elle était fâchée avec lui le soir même. En plus, le jour du procès, le prévenu revient sur ses aveux faits à la police en disant ne se souvenir de rien finalement. Ce qui est intéressant, c'est que les discussions le jour de l'audience sont donc quasiment exclusivement centrées autour du témoignage de ce policier en civil, et le prévenu a fini par être condamné à une peine relativement lourde. En ce qui concerne le type de pénétration, effectivement, la pénétration considérée encore comme la plus grave, entre guillemets, reste la pénétration pénienne, d'autant plus si elle peut être objectivée par des certificats médicaux. Les autres types de pénétration restent effectivement plus difficiles à prouver et restent dans l'imaginaire commun un peu moins traumatisantes.
L'exemple en est que cet avocat de la défense répond au réquisitoire du ministère public en minimisant la gravité du viol subi par une partie civile qui, lors de son audition à la police, raconte que le prévenu l'a pénétré une fois vaginalement. De surcroît, la partie civile comme le prévenu raconte un moment d'échange, de relations sexuelles orales qui sera à aucun moment discuté pendant l'audience. Mais donc la manière dont les arguments de l'avocat de la défense sont présentés est vraiment d'injecter un doute quant au fait qu'il y ait une pénétration, parce que la partie civile n'est pas en mesure de donner beaucoup de précisions quant à celle-ci. Dans son audition, elle va affirmer, je cite, « De ce que je me souviens, il m'a pénétré une seule fois avec son sexe au niveau du vagin. » Ce que va faire l'avocat, c'est qu'il met donc en contraste les détails fournis par la partie civile dans son récit au flou, je cite, qui entoure la pénétration, comme vous pouvez le voir à lignes 2 et 3. Après avoir mis en doute la parole de la partie civile, il va mettre en doute l'expertise médicale qui a bien retrouvé du liquide séminal appartenant au prévenu sur les vêtements et sous-vêtements de la partie civile. Il va donc jeter le doute sur le fait qu'il y ait eu pénétration tout en admettant l'acte sexuel à la ligne 7 et 8. Il qualifie également la pénétration vaginale, je cite, d'élément central dans ce dossier, à la ligne 4, en s'alignant donc quelque part sur l'ancien code pénal belge. Or, c'est en jetant le doute sur la pénétration vaginale que l'avocat de la défense entend démontrer que ce viol est, je cite, un peu moins grave, à la ligne 11. Par ailleurs, dans leur déposition près de la police, donc comme je le disais, il y a eu une relation sexuelle orale qui est pas niée par le prévenu. Pourtant, l'avocat de la défense estime que les éléments entourant la pénétration sont trop flous et qu'il faut donc requalifier la prévention de viol en tentative de viol. Bon, au final, en raison de la présence de sperme appartenant au prévenu sur la partie civile et notamment dans sa culotte, cette demande ne sera pas retenue et le prévenu sera condamné à une peine d'emprisonnement. Il y a un autre élément qui est relativement central, c'est la brutalité physique et ses séquelles. C'est-à-dire que le non-consentement est souvent associé à une résistance physique. C'est-à-dire qu'en fait, la justice part du principe qu'il y avait consentement et c'est l'absence de consentement qu'il faut démontrer. Et c'est ce que montre finalement cet extrait de plaidoirie d'une avocate de partie civile, c'est-à-dire qu'elle construit tout son argumentaire en fonction de la notion de consentement qu'elle va brosser, mais en ombre chinoise. Sa cliente n'était pas en état de choc ou de sidération, ligne 1, ce qui lui permet de donner toute sa force à l'argument de la résistance physique, sa cliente ayant exprimé son refus vocalement, elle crie, elle hurle, elle exprime son absence de consentement, et physiquement, ce qui est confirmé par l'expertise médicale, jusqu'à la peur de mourir à la ligne 5. Au fond, ce que fait l'avocate de la partie civile, c'est qu'elle explique les conditions dans lesquelles un acte sexuel a pu se dérouler malgré le non-consentement de sa cliente. Le consentement est quelque part donc présumé dans le cadre de la réalisation d'un acte sexuel et donc charge aux victimes de démontrer qu'elles ne consentent pas au rapport sexuel qui s'est déroulé. C'est une mécanique qui remonte à très longtemps, puisque l'historien Georges Vigarello met en évidence dans des dossiers de viol aussi anciens que le XVIIe ou le XVIIIe siècle les mêmes mécanismes. Dans le cadre de cette plaidoirie dont je vous ai mis un extrait, mais aussi de manière majoritaire, c'est vraiment l'argument central reste celui des blessures répertoriées, de l'insistance sur la longueur des ITT et des photos des blessures qui sont jointes au dossier. Pour déterminer s'il y a eu non-consentement, la justice cherche donc avant tout des signes visibles comme des marques de résistance physique. Et cette exigence pousse à prouver des formes extrêmes de résistance au point que le doute ne subsiste plus quand la victime est morte. Ça montre bien que le consentement est présumé et que c'est à la victime de prouver qu'elle n'a pas consenti. Or, le procès pénal est centré sur des preuves concrètes et matérielles et mal adapté quelque part pour juger une réalité aussi invisible et immatérielle que le consentement. Un dernier paramètre qui est très souvent discuté lors des procès pénaux pour viol, c'est la proximité, enfin le niveau de proximité entre le prévenu et la partie civile, parce que ça aide manifestement à déterminer si le rapport sexuel discuté était consenti ou non. Ça montre quelque part la difficulté à concevoir un rapport sexuel non consenti quand il y a eu des rapports sexuels consentis auparavant. Ça va créer quelque part un désajustement entre les prototypes d'un vrai viol, entre guillemets, et de ce que l'on peut apparenter à des viols conjugaux. Rémi Rouméas observe, en lien avec des viols conjugaux en France, que ceux-ci activent en fait des catégories démobilisatrices qui vont ouvrir la voie à des évaluations négatives de l'attitude de la victime et une perception qui aura tendance à symétriser la responsabilité entre la partie civile et le prévenu.
Océane Perrona, toujours en France, souligne aussi un paradoxe, c'est que les violences au sein du couple sont censées être des circonstances aggravantes, mais dans les faits, la police hésite souvent à intervenir dans la sphère privée. Les affaires de viols conjugaux sont donc peu valorisées professionnellement au sein de la police qu'elle étudie. Par exemple, il n'y a pas de doute tellement sur l'identité des personnes impliquées, et elles sont plus difficiles à prouver car elles se déroulent dans un cadre intime avec peu de témoins et de preuves matérielles. Donc, dans l'affaire, il me semble que c'est l'affaire V2, c'est une affaire de fellation forcée dans un parc public en pleine journée sur une jeune fille de 16 ans par un homme de 21 ans. L'idée qu'il y ait une relation amoureuse avant le viol rend plus difficile pour la partie civile de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un rapport consenti. En d'autres termes, finalement, mettre l'accent sur la présence d'une conjugalité entre les parties jette un doute sur le caractère consenti de la fellation examinée. Néanmoins, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lors de sa déposition auprès de la police, la partie civile explique que cette fellation est son premier rapport sexuel. Or, l'existence d'une relation amoureuse est à ce moment quelque part temporisée par le fait qu'elle n'ait pas été consommée entre guillemets avant le viol présumé. Le juge continue, à l'instruction d'audience, auprès du prévenu, de préciser si en plus de la relation amoureuse, les parties étaient bien intimes physiquement ou non. La principale défense du prévenu est l'existence de relations sexuelles similaires préalables, donc lignes 4 et 6. C'est-à-dire qu'alimenter l'idée d'une intimité physique avec la partie civile, et ce, dès le début, ligne 8, permet au fond au prévenu de mobiliser en arrière-plan la catégorie de filles faciles. Il s'appuie sur l'idée que si la partie civile a accepté d'avoir des relations sexuelles avec lui, je cite, dès le début, et plusieurs fois, il est moins probable qu'elle n'ait pas eu envie la fois en question. On va revenir plus tard sur la stratégie de l'avocat de la défense dans cette affaire qui va structurer en fait sa plaidoirie autour de la figure de l'amoureuse et conduite. Mais avant de poursuivre, j'aimerais revenir un peu sur cette idée de catégorisation genrée, parce qu'en fait, l'idée, pour moi, c'est qu'elles vont souvent se structurer en opposition en opposition à la figure de la victime idéale. Cette figure est profondément marquée par des normes de genre, mais aussi de race, de classe ou de nationalité, et fixe quelque part un modèle implicite de ce que devrait être une bonne victime, c'est-à-dire passive, fragile, sans ambivalence, et surtout donc perçue comme crédible aux yeux des institutions. Donc c'est Nils Christie qui, dans les années 80, pose les jalons de cette figure, et plus récemment, Milena Jaksic a étudié des affaires de traite d'êtres humains en France, et a montré à quel point cette image est liée à des enjeux politiques plus larges, notamment des débats sur l'immigration, la prostitution ou encore la moralité sexuelle. Dans certains cas, les femmes qui incarnent d'abord cette figure de victime idéale peuvent, selon le contexte, être rapidement perçues comme suspectes ou même coupables, notamment en raison de leur origine ou de leur mode de vie. À un autre endroit, donc Mélanie Randall, au Canada, a montré que ce mythe de la victime idéale finit en fait par affaiblir la crédibilité des personnes qui déclarent avoir été agressées, car dans la réalité, peu de victimes correspondent à ce modèle. Malgré les avancées légales sur la définition du consentement, comme au Canada ou plus récemment en Belgique, le système judiciaire continue d'attendre des victimes qu'elles prouvent qu'elles n'étaient pas consentantes, souvent en montrant donc cette fameuse résistance physique attendue. Et ça va contribuer à faire peser sur elles la responsabilité de prouver leur statut de victime. Mais donc, si le standard finalement de la victime idéale est nécessairement inatteignable, cependant, la catégorie de victime coupable se décline en plusieurs sous-catégories. Toutes s'appuient finalement sur l'image de la femme manipulatrice qui instrumentaliserait la justice, soit à des fins financières comme la figure de la femme vénale. Plus rarement, on trouve des stratégies de défense autour de l'image d'une femme dont la santé mentale serait fragile, la femme folle. Et enfin, de manière prépondérante, surtout lorsqu'il existait un lien de proximité entre le prévenu et la partie civile, la victime présumée pourrait instrumentaliser la justice à des fins de vengeance. Et là, j'ai appelé ça la figure de l'amoureuse et conduite. Ces catégories vont émerger en fait dans la combinaison des différents paramètres dont je vous parlais plus tôt. Et ces catégorisations vont finalement occuper dans le raisonnement juridique une place de grille d'interprétation ou de référentiel qui vont colorer les faits d'une teinte qui permet soit de rattacher les faits à la catégorie juridique discutée, donc ici le viol, soit de disqualifier ce rattachement selon la crédibilité des parties.
L'ambivalence de ces catégories relève aussi du fait qu'elles vont émerger dès la constitution du dossier judiciaire, souvent par les parties elles ou eux-mêmes. Et bien que ces catégorisations servent ou desservent les justiciables, l'intérêt de les observer et d'observer leur mobilisation est qu'elles ne sont jamais remises en question et qu'elles vont donc jouer sur l'évaluation de la crédibilité des justiciables. Alors juste une petite aparté, c'est-à-dire que la terminologie que j'emploie ici pour désigner ces catégorisations relève d'une typologie complètement ad hoc et pas du tout exhaustive. Je vais essayer de vous parler au moins de deux de ces catégorisations, donc la femme vénale et l'amoureuse et conduite, et puis on pourra discuter éventuellement de la femme folle. Mais donc en fait ce qui est important, c'est que puisqu'elle relève de sens commun, donc ni du droit ni d'aucune science, il m'a semblé opportun d'utiliser des termes relevant également de ce sens commun, d'où une formulation un peu triviale. Ça représente évidemment pas du tout un jugement de valeur de ma part et c'est pas du tout formalisé comme tel par les professionnels du droit observé. Les cas sélectionnés en fait pour illustrer ces propos mettent de toute façon toujours en œuvre ces catégorisations de manière complètement enchâssée en fait. Et comme j'insiste là-dessus, hein, ces catégories ne sont pas mobilisées en tant que telles, mais par contre elles agissent en arrière-plan un peu comme un court-circuit ou une grille de lecture dans le raisonnement des actrices du procès. Alors, la menace d'une fausse victime qui instrumentaliserait la justice pour en tirer des bénéfices financiers pèse sur un certain nombre de dossiers de violences sexuelles observés, comme l'indique en fait cet extrait du réquisitoire d'une procureure du roi. Le récit de la partie civile est donc ici assez explicitement évalué à la lumière de la catégorie de femme vénale ou pompe afrique à la ligne 2, qui ferait croire à des relations sexuelles non consenties afin d'obtenir via la justice un bénéfice financier. La procureure du roi répond ici à une déclaration du prévenu auprès de la police qui, interrogée sur la raison pour laquelle la partie civile a porté plainte, répond, je cite, qu'elle veut juste de l'argent. Cette allégation du prévenu va en fait voyager tout au long de la chaîne pénale puisqu'elle se retrouve également dans le jugement le condamnant. Cette image est ici mise en exergue parce que la partie civile, pour le coup, et c'est assez rare pour le souligner, coche en réalité toutes les cases de la victime idéale. Et donc ça va beaucoup être ses qualités morales qui vont être mises en avant. Elle est raisonnable, réaliste, humble, et en plus sa capacité à réagir aux faits a été jugée exemplaire par les actrices du droit en termes de procédure judiciaire, comme va le souligner également son avocate. Et donc dans sa plaidoirie, l'avocate de la partie civile va rappeler tout ça. Elle porte plainte immédiatement à la suite des faits, son récit est cohérent lors de toute la procédure, elle est en mesure de produire des preuves médicales, des photos, des analyses ADN. Elle apparaît sur des images de caméra surveillance en compagnie du prévenu, et là encore, hein, son attitude est interprétée par la procureure du roi dans une attitude défensive, les bras croisés, et la procureure du roi va même préciser, je cite, qu'elle ne se dénote pas par une attitude impliquant une envie de sexe irrépressible. Et donc là encore, elle convoque toujours par opposition l'image de la nymphomane, qui est un terme médical dérivant de la catégorisation de femme folle, comme on va éventuellement en discuter plus tard. La partie civile n'a pas de relation préalable avec le prévenu qu'elle a rencontré un peu plus tôt dans un bar. Des témoins sont capables d'attester du comportement collant de la part du prévenu. Et en plus, quelque part, le viol a lieu dans une voiture, dans une ruelle, donnant lieu à une discussion sur la potentialité de retenir la circonstance aggravante de séquestration, parce que la partie civile a cru qu'elle était enfermée dans celle-ci. Bon, alors, la circonstance aggravante ne sera pas retenue en l'absence de preuve de l'enfermement effectif, mais en tout cas, ça contribue à parfaire, on va dire, le scénario. De surcroît, la partie civile possède vraiment un capital culturel et procédural élevé en comparaison du prévenu, qui lui correspond finalement à toutes les cases du entre guillemets mauvais prévenu. Il est étranger, il ne parle ni français, ni néerlandais, ni anglais, il est assisté d'un interprète, il change de version des faits à chacune de ses interventions, et ses déclarations ne concordent vraiment pas du tout avec les expertises médicales. Le jour de l'audience, il va répondre systématiquement à côté des questions posées par le président de la Chambre, qui s'en retrouve extrêmement impatienté, qui va répéter à plusieurs reprises quand le prévenu parle, c'est oui ou c'est non. Bien que le prévenu ait fait appel, la Cour d'appel va confirmer la sévérité du jugement de première instance. Je vais passer sur la femme folle, mais vous pouvez me poser des questions dessus.
Et parce qu'en fait, finalement, une autre image qui va vraiment être mobilisée de manière très récurrente dans les affaires qui concernent des parties ayant eu une forme de relation préalable au fait de viol est celle de l'amoureuse éconduite qui instrumentaliserait la justice pour se venger d'un compagnon défaillant. Alors je suis désolée, je mets toujours des gros extraits, mais cette plaidoirie était quand même vraiment très particulièrement intéressante. Et donc il s'agit de la plaidoirie de l'avocat de la défense dans l'affaire de fellation forcée que j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est-à-dire que la majorité vraiment des discussions vont tourner autour, en partie des paramètres que j'ai évoqués plus haut, mais surtout avec une insistance particulière sur la proximité entre la partie civile et le prévenu. La partie civile va en effet affirmer dans ses auditions près de la police, comme je le disais, que cette fellation est son premier rapport sexuel, tandis que le prévenu va varier dans sa version. Il commence par dire qu'ils n'ont jamais eu de relation, ni sentimentale ni sexuelle, parce qu'elle serait, je cite, bipolaire, autre dérivative de la femme folle. Mais néanmoins, à mesure que l'enquête progresse, cette version change et le prévenu finit par reconnaître qu'il y a bien une relation sentimentale et, selon lui, finalement, plusieurs relations sexuelles. En tout cas, son avocat va s'appuyer sur cette version pour dresser le tableau de la partie civile en amoureuse éconduite qui est déterminée à se venger des autres mauvais traitements du prévenu, pour lesquels il est en revanche globalement en aveu. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que l'avocat va mobiliser une myriade de ressources linguistiques et séquentielles pour créer une disjonction en fait entre les activités ou les états liés à la catégorie de victime idéale et le comportement de la partie civile. Donc il va souligner que par exemple le contexte de dévoilement n'est pas neutre à la ligne 3-4, et il va expliquer ça parce qu'il suppose que le père de la partie civile est violent. Donc c'est pour ça qu'elle ment. Après, il va utiliser une construction sémantique qu'il va répéter plusieurs fois pour expliquer... il y a eu toute une discussion lors de cette audience sur l'existence d'une vidéo qui a filmé la fellation. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en dépit de nombreuses projections le jour de l'audience, en fait, aucun des actrices du judiciaire était en mesure de se mettre d'accord sur ce qu'ils voyaient à l'écran, en fait. Donc, certaines y voyaient un rapport consenti et certaines y voyaient un viol. Donc, finalement, cette vidéo n'a pas... n'a pas tranché, comme on aurait pu s'attendre à ce que cette vidéo tranche le débat, mais en fait, elle n'a fait que l'alimenter. Et donc, en fait, le postulat de l'avocat de la défense, c'est que la partie civile va se rappeler de l'existence de cette vidéo et va continuer donc à inventer des torts dont elle a été victime pour se déresponsabiliser de ses actes face à ses parents. Et donc, il utilise cette construction sémantique, donc la partie civile raconte qu'on la raquette, donc la voilà violée, pour montrer une espèce d'enchaînement logique des choses qu'on peut néanmoins discuter. Après, l'avocat de la défense va décrédibiliser la version de la partie civile en appelant à imaginer ce qu'une personne raisonnable ou normale aurait pu ou dû faire dans la même situation. Donc je cite, « Il va falloir m'expliquer comment quelqu'un vous force à faire une fellation en pleine journée dans un parc public, ligne 8-9. » Et donc l'avocat de la défense met en doute le non-consentement de la partie civile puisqu'il souligne l'improbabilité que celle-ci ait pu avoir lieu sans son consentement. Après, l'avocat montre l'incompatibilité entre le comportement de la partie civile et les préventions discutées, notamment du fait que le prévenu et la partie civile sont dans une relation amoureuse asymétrique, à la ligne 11. La durée de la relation, de 2 ans, qu'on trouve à la ligne 14, rend manifestement inconcevable que la fellation discutée constitue le premier rapport sexuel de la partie civile. Ligne 14-15, je cite, « Une fellation dans un endroit public en 2 ans, c'est particulier quand même. » Impliquer qu'il y ait eu d'autres relations sexuelles avant rend donc manifestement moins probable que la fellation discutée soit non consentie. Et puis après, le tout est parsemé d'un champ lexical autour des sentiments de la partie civile sur lequel toute la plaidoirie s'articule. Donc je crois qu'il répète en tout 4 fois dans cet extrait que la partie civile est amoureuse, et en réalité c'est quelque chose qui va revenir encore plus souvent dans tout le cours de l'audience. Quelque part, insister sur le sentiment amoureux de la partie civile permet de souligner l'incohérence de son comportement, puisque les émotions constituent dans le sens commun l'antithèse de la raison, on a tous entendu, l'amour rend aveugle, et c'est l'explication de l'avocat de la défense pour expliquer le fait que... Enfin, il postule en tout cas que la partie civile accepte de son plein gré un
comportement inapproprié à la ligne 19. Donc c'est là-dessous, le comportement inapproprié, c'est l'ensemble des autres préventions pour lesquelles le prévenu est poursuivi. Et il souligne, il est aussi très convaincu que, je cite, elle sait qu'il ment pour avoir des sous. Et donc finalement, pour achever en fait de convaincre les juges, l'avocat admet à minima les manquements du prévenu à plusieurs endroits de sa plaidoirie, ligne 13, 16 ou 21, ce qui va crédibiliser la version des faits du prévenu parce qu'il admet certaines préventions. L'avocat dépeint donc le tableau de l'amoureuse et conduite qui instrumentalise la justice afin de se venger d'un prévenu qui l'aurait déçu, qui ne dirait donc pas, je cite, toute la vérité. Bon, finalement, pour conclure, cette étude montre comment dans les affaires de viol, la véridiction juridique, c'est-à-dire donc la production d'une vérité recevable par le droit, repose moins sur des faits objectivables que sur des processus de crédibilisation profondément marqués par des normes sociales et genrées. La vérité judiciaire n'émerge pas d'un pur raisonnement juridique, mais d'une mise en récit structurée par des catégories implicites. Cette difficulté à appréhender le consentement dans le droit pénal fait que les juges s'appuient sur ces paramètres dont on a discuté et puisent dans ces catégorisations genrées pour orienter en fait l'évaluation des faits. Ces critères interagissent et hiérarchisent les formes de violence, construisant une véridiction juridique calibrée sur des récits attendus plutôt que sur des complexités des expériences vécues. Alors, c'est difficile de finir une intervention sur des viols sans parler du procès de Mazan, mais qui, finalement, malgré son caractère hors norme, malgré son caractère exemplaire, illustre finalement plutôt la banalité de ces procès, c'est-à-dire des accusés ordinaires, une composante conjugale à ces violences sexuelles, et pour le coup, une victime présentée comme relativement idéale. Ce procès va en tout cas révéler la tension entre la matérialité des preuves et l'interprétation judiciaire du consentement, qui est toujours filtrée par des stéréotypes. La véridiction y apparaît comme un processus d'ajustement, qui est donc influencé par des catégorisations, entre catégorisation juridique et sens commun. En définitive, repenser le traitement judiciaire du viol nécessite de questionner non seulement la loi, mais aussi les imaginaires collectifs qui structurent la véridiction. Et tant que ces représentations genrées guideront l'évaluation du consentement et de la crédibilité, finalement, le droit peinera à dire une vérité pleinement fidèle à la réalité des violences sexuelles. Voilà, je vous remercie.